Les pollutions industrielles posent des défis majeurs pour la justice environnementale. Comment mieux protéger les victimes et accélérer les procédures? Pourquoi les procédures sont-elles si longues? Les sanctions actuelles sont-elles réellement dissuasives? On en parle tout de suite avec mon invité, Hassan Benhamadi, avocat associé chez Adlan Avocat. Hassan, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors la justice environnementale peine à répondre efficacement aux pollutions industrielles. On va s'intéresser tout d'abord aux obligations des industriels. Quelles sont les obligations de ces acteurs pour répondre aux pollutions environnementales? Alors, très bonne et vaste question Arnaud. Je vous dirais spontanément que les industriels ont des obligations de prévention, mais également de limitation et malheureusement de réparation, enfin malheureusement quand le sinistre environnemental est arrivé. Et en matière environnementale, le problème, c'est que le sinistre ne se révèle que dans le temps long, bien après le fait générateur. Ce qui n'enlève rien à la complexité ensuite des procédures qui doivent identifier les acteurs de ce sinistre environnemental, établir le lien de causalité et évaluer les dégâts causés. Donc, un temps long pour la révélation du sinistre et un temps long pour les procédures. Alors, vous dites un temps long justement pour la révélation du sinistre, temps long pour les procédures. Qu'est-ce qui explique ce temps long des procédures? Ce temps long est expliqué par plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut bien comprendre que la réglementation environnementale et le sinistre environnemental sont extrêmement techniques. Évaluer un sinistre environnemental nécessite, avant même de chercher qui en est l'auteur, de comprendre le type de pollution auquel on a affaire, ensuite établir un lien de causalité, c'est-à-dire identifier son auteur ou son origine, puis ensuite évaluer les dégâts ou dommages causés. C'est extrêmement technique. Les autorités doivent avoir recours à divers techniciens qui sont complètement surchargés, ce qui m'amène d'ailleurs aussi au deuxième facteur, c'est que les autorités sont sous-dotées. Alors, récemment, comme vous le savez, on a eu la création de pôles spécialisés, à Paris et à Marseille notamment. On a désormais des officiers judiciaires de l'environnement. On a l'OFB qui est de plus en plus active. Disons que les acteurs du droit pénal de l'environnement font vraiment de leur mieux, mais malheureusement... Il n'y a pas assez de moyens. Oui, malheureusement. Il y a un autre élément qui est important, c'est les enquêtes dans ce type de pollution, les enquêtes pénales. Concrètement, quels sont les freins aux enquêtes pénales ? Les freins aux enquêtes pénales sont un peu à l'image de ce que j'ai décrit. Les freins sont en fait des moyens qui manquent dans un domaine qui est extrêmement technique. Le fait que les sinistres environnementaux ne se révèlent que des années postérieurement et le fait que les industriels aient parfois disparu quand les sinistres se révèlent. Parfois, les industries sont même parties en liquidation. Donc, c'est ce qu'on appelle des pollutions orphelines. Voilà. Alors, on va revenir sur la lenteur des procédures. On a vu qu'il y a un manque de moyens, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'accélérer ces procédures ? Eh bien, figurez-vous que lors d'un échange récent qui a lieu avec un directeur juridique, je me suis aperçu que nous avions un outil redoutable en droit français, qui est la Convention judiciaire d'intérêt public en matière environnementale, qui n'était pas forcément utilisée par certains directeurs juridiques, pour une raison simple, c'est qu'elle était publique et publiée. Et en termes de communication, on a peur après de ce qui peut se passer. Oui, et d'ailleurs depuis 2020, en matière environnementale spécifiquement, on n'a que 22 CGIPE. Et ce directeur juridique, qui était le directeur d'un grand groupe de construction très connu, me disait que justement lui, il ne conseillerait à son management de conclure une CGIPE que
si franchement ils ne voyaient pas d'autre issue. Alors qu'en réalité, on pourrait peut-être réfléchir, par exemple, je réfléchis à cet outil, mais il y en a plein d'autres, hein, mais on pourrait réfléchir à l'adapter pour que la communication ne se fasse que dans les cas les plus graves ou quand c'est nécessaire, parce que le name and shame reste quand même une sanction très adaptée. Et pour des cas où peut-être que l'aléa est plus fort, pouvoir laisser le parquet proposer que cette CGIPE demeure confidentielle. Parce que des industriels seraient tentés d'en conclure pour en finir vite, même si il n'est pas sûr qu'il soit à l'origine de la pollution. Alors, vous avez évoqué les sanctions. Est-ce qu'aujourd'hui, les sanctions sont dissuasives pour les industriels ? Alors, les sanctions pénales, je vous dirais qu'on est dans un mouvement dans une tendance de renforcement de ces sanctions. Donc, l'effet dissuasif va s'accentuer. On a une directive qui doit être transposée d'ici 2026. En tout cas, la deadline est à mai 2026, qui prévoit que désormais les sanctions peuvent s'élever jusqu'à 5% du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise condamnée, ce qui est clairement dissuasif. Mais en réalité, aujourd'hui, ce qui est le plus dissuasif, c'est plus la sanction du tribunal médiatique. Et le name and shame, comme vous parliez tout à l'heure. Exactement. Le name and shame est redoutable, et absolument redoutable pour les entreprises qui parfois, malheureusement, se voient condamnées par le tribunal médiatique alors qu'elles ne sont pas forcément à l'origine des faits qui leur sont reprochés. Alors justement, on va s'intéresser aux victimes, à l'indemnisation des victimes. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, elle est suffisante ? Alors Arnaud, c'est une très bonne question et c'est malheureusement un très vaste sujet parce que c'est au cas par cas. Comme je vous le disais, l'établissement du lien de causalité est un problème, mais alors l'évaluation du dommage, du préjudice et le fait que le procès est extrêmement technique, il faut se dire une chose, c'est que quand une victime agit, il faut qu'elle ait recours à des spécialistes techniques, que ça coûte de l'argent. Le procès est long. Plus c'est long, un procès, plus c'est coûteux. Donc, à la fin, est-ce qu'elle s'y retrouve ? Je ne pense pas toujours. Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut articuler à la fois écologie, pénale, santé publique, protection des victimes ? Est-ce que ça, c'est possible d'avoir un cercle vertueux, entre guillemets, enfin, tendre vers ce cercle vertueux ? Est-ce que c'est possible ? Je suis un utopiste, donc je vous dirais qu'on peut y arriver. En tout cas, tous les efforts sont faits pour pouvoir articuler de la manière la plus efficace ces sujets. Nous avons la création aujourd'hui de pôles spécialisés, mais j'ai ouï dire que dans certains pays, nous avions des juridictions qui connaissaient de toutes les phases et de tous les types de procédures en matière environnementale. Donc la même juridiction qui va traiter du côté administratif de l'affaire, du côté pénal et du côté civil. Ça veut dire qu'il faut aller vers davantage de spécialisation, selon vous ? Je pense qu'en la matière, et vu sa technicité, et je ne parle pas que de technicité juridique, vous l'aurez compris, hein, je parle aussi d'ingénierie et de technicité environnementale, je pense que la spécialisation est un objectif auquel on doit tendre, mais auquel en réalité on tend déjà parce que le législateur fait de son mieux pour essayer justement de former des magistrats spécialisés, des enquêteurs aussi spécialisés. Justement, comment vous voyez l'évolution pour finir ? L'évolution, ce sera toujours plus de spécialisation, d'une prise de conscience croissante. Hein. J'ai en tête le rapport du parquet général de 2022 sur le contentieux environnemental qui avait à juste titre prédit une augmentation des cas pénaux environnementaux. Je vois donc une augmentation des cas, une augmentation des magistrats. Et comme je vous l'ai dit, je suis un utopiste. On va conclure là-dessus. Merci Hassan Ben Hammadi. Je rappelle que vous êtes avocat associé, fondateur du cabinet Adlan Avocat. Merci Arnaud. C'est le moment de conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.